Vous écoutez Toutes identités confondues, le podcast qui explore nos singularités, produit par Friction. Bonne écoute. En France, il y a deux types de personnes. Celles à qui on demande « Et toi, tu viens d'où ?» Non, mais vraiment. Une question qui, sous couvert de curiosité plus ou moins bienveillante, met souvent en lumière un détail visible, une couleur de peau, un prénom, un accent. Une question qui rappelle qu'on n'est jamais tout à fait, jamais assez d'ici. Et puis il y a ceux à qui on ne pose jamais cette question. Straight from Vercingétorix to Charles de Gaulle. Leur francité est une évidence. Ils n'ont pas à justifier leur place, à expliquer qui ils sont ou d'où ils viennent. Mais entre ces deux catégories, il y a ceux qui brouillent les lignes, ceux dont l'apparence ne raconte pas tout. Ces trajectoires m'ont toujours intrigué. Alex et Elliot en sont un parfait exemple. À première vue, tout semble en accord avec le roman national. Mais en grattant un peu, leurs histoires révèlent des racines invisibles et des liens tissés entre des mondes qu'on croyait opposés. En una ciudad del norte, yo me fui a trabajar. Mi vida la dejé entre Ceuta y Gibraltar. Alexandre, je l'ai rencontré à Mexico, dans une colocation improbable, façon auberge espagnole. Couple sage, adolescence provinciale, école de commerce, il avait tout du jeune français typique en Erasmus. Mais très vite, sa curiosité a trahi les stéréotypes. Je me souviens encore d'avoir été surpris par sa connaissance pointue du rap français, à une époque où cette musique avait encore mauvais genre. On était aussi tous les deux branchés écriture. Il m'a dévoilé ses talents de parolier lorsque je lui ai fait lire mon tout premier manuscrit. Ce qui m'a plu aussi chez Alexandre, c'était son obstination à parler espagnol dès qu'on était en groupe. Par respect pour nos colocataires, mais aussi pour vivre une vraie immersion. Toujours partant pour improviser un road trip, il a été un compagnon de voyage bien après Mexico. Aux États-Unis, en Italie chez nos amis communs et surtout au Cameroun. Ce pays, d'abord celui de sa femme, est devenu profondément le sien. C'est quand j'y suis allé avec lui en 2019 que j'ai vraiment compris la force de ce lien. Pas banal de voir un blanc parler cam-franglais avec une aisance naturelle et se sentir chez lui dans les rues de Douala. Nyangalema, c'est l'un des titres à succès du jeune rappeur français Alex Ducamel. Pas banal surtout de voir Alexandre d'un naturel réservé à Paris, rapper sur scène devant une foule conquise ou faire le buzz sur internet. Côté pile, je suis Alexandre, j'ai 40 ans, bientôt 41, c'est effrayant. Et je suis consultant à Paris, diplômé d'une grande école, un travail sérieux avec un costume presque tous les jours. Je suis marié à une femme camerounaise et nous avons 2 enfants, métis donc, et qui ont aujourd'hui 7 et 11 ans. Côté face, j'ai un deuxième nom, je m'appelle Alex Ducamer, une deuxième identité, je suis un artiste franco-camerounais. Je chante, j'écris des chansons, je tourne des clips au Cameroun pour les Camerounais, les Africains d'ici et de là-bas en cam-franglais. Donc c'est une deuxième identité qui m'est un peu tombée dessus en découvrant le Cameroun et en ayant l'envie d'aller plus loin dans cette histoire d'amour en chanson. La musique, c'est aussi une des choses qui nous lie avec Elliot. On s'est rencontrés autour d'un projet de film qui racontait l'histoire d'un chef d'orchestre rescapé des camps nazis. J'avais été appelé en renfort sur la réécriture du scénario. Elliot, compositeur et réalisateur, portait en lui une vision claire et intense pour ce récit. C'était passionnant, mais aussi stressant, car c'était la première fois que j'étais payé pour travailler sur un scénario.
J'ai passé des heures à me familiariser avec une musique à laquelle je ne m'étais jamais vraiment intéressé, essayant de rendre justice aux émotions qu'il voulait insuffler dans chaque scène. J'ai 36 ans, je suis compositeur et réalisateur. Début septembre, je serai papa d'une petite fille. Il y aura des choses à lui apprendre et un héritage à lui transmettre. Mais c'est en rencontrant sa grand-mère, Vera Belmont, productrice de films et figure emblématique du cinéma français, que j'ai saisi la profondeur du projet. Fille d'immigrés juifs et communistes, enfant caché pendant l'occupation, elle incarnait une mémoire vivante, un personnage bigger than life, tout droit sorti d'un roman. Pour Elliot, ce film n'était pas juste un travail, c'était une manière d'explorer et de transmettre un héritage, tout en le sublimant. Plus tard, j'ai appris que dans l'autre branche de sa famille, sa grand-mère était algérienne. Une généalogie complexe que l'on a du mal à s'imaginer quand on voit ce grand blond aux yeux clairs descendre de son scooter. Elliot, comme Alex, font partie de celles et ceux qui ne portent pas l'immigration sur leur visage, mais dont l'histoire, comme un Français sur 3, y est profondément liée. Nos enfants après nous, un podcast de Walid Hajar Rachedi, réalisé par Laura Taushanov. Épisode 2. J'ai la chance d'avoir pour au moins un côté de ma famille un oncle qui a fait beaucoup de recherches généalogiques, qui a sorti un livre qu'il m'a offert, qui montre toute l'histoire de ma famille sur 4 ou 5 siècles. Voilà, donc je sais d'où vient le nom, comment il s'est transmis, où étaient les gens, principalement dans la Nièvre et dans la Saône-et-Loire. Donc a priori, peu de mélange, si ce n'est entre les familles locales. Globalement, c'est des familles paysannes qui toutes se mariaient avec le voisin du village d'à côté. Peu de diversité. Mes parents se sont rencontrés en boîte de nuit, un dimanche de Pâques, il me semble. Je sais que mon père a dû mémoriser le numéro de téléphone fixe de ma mère, qui se terminait par 8351, le Var et le Pastis. C'est comme ça qu'il a mémorisé ce numéro et qu'il a pu rappeler ses futurs beaux-parents pour avoir leur fille à l'appareil. Ça fait 43 ans bientôt. J'ai un père qui est décédé très tôt, quand j'avais 2 ans. Je l'ai pas connu, et en fait ma grand-mère, donc sa mère, m'a raconté beaucoup de choses, y compris ma mère bien sûr, hein, sur mon père et sur ce qu'est notre histoire. Alors la première personne française, c'est mon grand-père du côté de ma mère, qui est issu d'une grande famille de la noblesse provinciale française. Il y a un nom à rallonge qui a été coupé à la Révolution parce qu'ils voulaient pas couper la tête, donc ils ont coupé leur nom. Du côté de mon père, j'ai une grand-mère qui vient de Pologne, j'ai un grand-père qui vient de Roumanie, et du côté de ma mère, donc le grand-père au nom à rallonge, et la grand-mère qui vient d'Algérie. Et l'histoire de ma grand-mère, donc la mère de mon père, ils sont venus en France, son père est venu en France suite aux conclusions de l'affaire Dreyfus. Parce que mon arrière-grand-père se disait que si la justice avait innocenté Dreyfus et donc avait révélé le mensonge d'État, alors les Juifs pourraient vivre en France en sécurité pendant plusieurs décennies. Le contexte de l'affaire Dreyfus, ça se déroule à la fin du 19e siècle, et le capitaine Dreyfus est accusé à tort d'espionnage pour le compte des Prussiens. Et il s'est révélé que tout ça, c'était une manigance antisémite, ce qui a divisé la France en deux, et quelque part ce qui est un peu toujours d'actualité sur plein de points aujourd'hui. C'est vraiment, si la justice est capable de reconnaître que l'État a menti, mais au sommet, bah dans ces cas-là, il existe bien une justice sur Terre, et encore une fois, juif ou pas, il y a une justice. Et donc ça,
ça a beaucoup compté pour cette partie-là de la famille. Tous mes grands-parents avaient une très grande idée de la France. Suite à la collaboration, le gouvernement Vichy a envoyé des policiers français rafler les Juifs de France et les Juifs d'ailleurs. Et donc ça, ma grand-mère, par exemple, n'a jamais compris d'abord, pardonné ensuite, le fait que des policiers français de son pays viennent la rafler parce que juive. C'est la trahison ultime. Ils se sont cachés, mon arrière-grand-père avait un ensemble de réseaux parce qu'il était communiste. Il avait un ensemble de réseaux et donc ils ont pu être cachés. Ma grand-mère d'un côté et son frère et sa sœur en France profonde d'ailleurs. Moi, j'étais enfant et adolescent jusqu'à mes 18 ans à Roanne, qui est une petite ville de province. Petite ville, donc les gens voilà, se connaissent beaucoup, sont tous un peu du même milieu, tout le monde se connaît, quoi. Et il y avait un peu de diversité, mais pas tant que ça. C'est-à-dire qu'il y avait des quartiers différents, il y avait des gens un peu d'origine des communautés espagnoles, portugaises, algériennes, marocaines, tunisiennes, mais pas tant que ça de mélange. On parle des années 80-90, dans une petite ville de province. Moi, j'avais beaucoup cette curiosité, à travers des lectures, à travers les médias, à travers mes camarades au collège, mais ça restait limité. C'est-à-dire que je pense qu'on peut être curieux, mais à l'intérieur d'une bulle, on va pas très loin, donc, et on est prisonnier de certaines représentations, parce qu'on connaît que 2 personnes qui sont un peu différentes, ou 3. Voilà, et on est tributaire aussi de l'image qu'on peut avoir à travers les médias, des magazines, etc. Et moi, il y a un vrai éclatement de la bulle en poursuivant mes études, en déménageant, en allant à Lyon l'année de mes 18 ans, puis en région parisienne à 20 ans, et en commençant des voyages. Dans mes études, j'ai rencontré des gens qui venaient de l'île Maurice, du Canada, des États-Unis. J'ai voyagé au Mexique, j'ai voyagé à travers l'Europe. J'ai rencontré des gens qui venaient du monde entier. Et là, je me suis rendu compte que il y avait des choses très belles, rassurantes, mais aussi un peu étriquées dans la vision du monde que je pouvais avoir comme ado dans ma petite ville de province. C'est aussi, je pense, en allant découvrir l'altérité, qu'on se rend compte de qui on est, de ce qu'on aime. Est-ce que je me sens plus proche d'un héritage qu'un autre ? Oui, pas parce que c'est naturel et parce que c'est dans le sang, oui parce qu'on me l'a inculqué, oui parce qu'on m'en a parlé, parce que culturellement on a fait en sorte que je sois plus proche de ces héritages-là. Pendant toute une partie de ma vie, la grand-mère en question m'a toujours dit, voilà, on a été traqué parce que juif. Et en vérité, je ne me sens pas juif de religion. Je me sens juif parce que culturellement, on m'a dit, tu viens de cet héritage-là. Moi, je peux pas dire que j'ai souffert à cause de ça. Moi, je peux pas dire que j'ai souffert à cause de mon nom, ou de ma tête, ou de ce qu'on veut. Enfin, ça serait faire injure à tous ceux qui ont réellement souffert. On se moque de mon prénom parce qu'il est d'Europe de l'Est et que c'est un peu rigolo. Tous les enfants se moquent de tous les prénoms, donc bon, je n'échappe pas à la règle. Mais moi, j'en ai pas souffert directement. Ma grand-mère, Vera, quand elle était petite, elle disait qu'elle était juive. Et les enfants, et même parfois les plus âgés, lui disaient « Ah bah t'es riche alors ». Et Vera comprenait pas ça. Parce que non, elle n'était pas riche et elle était avec probablement d'autres juifs qui n'étaient pas non plus. Et donc du coup, il y avait une forme d'injonction ou une sorte d'impératif qu'elle ne connaissait pas parce qu'elle n'avait jamais vécu dans la richesse. Elle était un peu circonspecte, on va dire. Et jusqu'à il y a quelques années, elle a souffert d'antisémitisme. Dans ses anciens bureaux, elle avait bloqué l'ascenseur avec le concierge parce qu'il y avait quelqu'un qui avait taillé dans l'ascenseur sale juif. Et elle a dit on ne laissera jamais, jamais, jamais passer ça.
Bon, hier c'est fait. Mais aujourd'hui et demain, on ne laissera jamais passer ça. Et ça, par contre, si tu veux que je te donne un héritage, en tout cas, c'est bien celui-là. Après avoir vécu la Shoah et après avoir beaucoup souffert, la création, c'est-à-dire l'image qu'elle voyait au cinéma, dans les films américains entre autres, mais pas que, la faisait rêver en fait. Et c'est comme ça aussi qu'elle a survécu. Elle a dit, moi aussi je veux raconter des histoires, et moi aussi je vais créer mes propres histoires à raconter pour tout le monde. Elle venait d'un milieu modeste, immigré, avec des parents qui parlaient très très peu français. Et le fait qu'elle ait réussi à aller jusque là où elle est allée, en faisant des films à Los Angeles, monter les marches à Cannes, reçu un César en tant que productrice, etc. Mais quand même, c'est un sacré doigt d'honneur en fait au destin, j'ai envie de dire. C'est un rêve américain sous-titré en français. Eliot parle de sa grand-mère en l'appelant Vera, comme s'il racontait un personnage de fiction. Et quelque part, c'est peut-être le plus bel hommage qu'il pouvait lui faire. À elle, qui s'est réinventée à travers le cinéma et lui a transmis cette passion. Alexandre, lui, dit qu'au Cameroun, il a trouvé une identité qui lui est tombée dessus, comme une deuxième naissance. Ma femme est d'origine camerounaise et donc au bout de quelques années, il y a eu l'idée d'aller rencontrer la belle famille et rencontrer aussi le pays. Autant ça me faisait peur de rencontrer la belle famille, autant ça m'excitait d'aller rencontrer ce pays et de voir aussi toutes les choses dont elle m'avait parlé, voir un autre environnement, une autre manière de vivre. J'étais très curieux du langage, c'est-à-dire que dès le premier soir quand je suis arrivé là-bas, j'ai sorti un petit carnet et j'ai commencé à noter toutes les expressions, parce que je me suis rendu compte que le langage, la manière dont les gens s'exprimaient, avaient pris le français et l'avaient tordu, avaient inventé des nouveaux mots entremêlés avec l'anglais, les langues locales pour appeler ça le camfranglais. En fait, ça disait quelque chose de ce que sont ces gens, de la manière dont ils vivent ensemble, dont ils vont inventer des expressions pour rire, pour se chambrer et tout ça. Je suis arrivé là-bas avec cette curiosité. Avec le carnet, mais aussi l'envie de goûter plein de choses, de faire des expériences, de sortir des sentiers battus. J'avais belle-maman et la grand-mère aussi qui avaient trop peur que le fils du blanc là tombe malade. Donc il fallait manger le riz à la maison. Dès le deuxième soir, on a fait le mur parce que j'ai vu une maman qui vend les beignets là-bas. On est allé manger le beignet haricot bouilli au coin de la rue et ça avait une saveur incomparable quoi, d'aller se poser au bord de la rue et de manger un truc qui était cuisiné comme ça. Il y a des liens forts qui se sont noués avec ce pays-là et c'est un deuxième chez moi. C'est un pays, quand on arrive au Cameroun, en général, on est dans l'avion. Il y a une émotion, on applaudit quand on arrive au Cameroun. Et ben je le ressens aussi moi, parce que quand je vois le Cameroun par les hublots et que je suis enfin sur cette terre, il y a une vraie émotion et je suis content et c'est chez moi en fait. C'est une nouvelle identité que j'attendais pas quand j'étais ado dans ma petite chambre à Roanne, que j'avais un maillot d'un joueur camerounais un peu par hasard, mais voilà, c'est arrivé comme ça. Ma camerounité ressort parfois quand je suis à Paris. Quand je suis dans le métro et qu'il y a quelque chose qui m'énerve, je vais par exemple fiasquer. C'est souvent les insultes, hein. C'est souvent dans ces moments-là que ça sort et ça m'est déjà arrivé de sortir des insultes mouf, comme ça en étant même dans un cadre professionnel, donc j'essaie de me retenir. Heureusement, il n'y a pas toujours des Camerounais en face. Mouf, fous-moi le camp. c'est vraiment tu es fâché. Moi je me sens à la fois français, à la fois camerounais, et mes enfants ils le portent sur leur visage et la société leur renvoie aussi qu'ils sont un peu d'ici, un peu de là-bas. J'ai pas l'impression de faire beaucoup d'efforts, mais par contre j'ai l'impression d'en faire beaucoup et de leur transmettre
Par exemple, la semaine dernière, je regardais un match et j'ai dit à mes enfants, mais vous connaissez pas la chanson Qui c'est les plus forts? Évidemment, c'est les Verts. Donc on a écouté ce truc-là qu'ils ont chanté 2 jours après avec leur papy. Ils l'ont chanté au téléphone. Un hymne de Saint-Étienne et voilà, ça me définit parce que j'ai toujours regardé les matchs avec mon père et je viens de là-bas. Donc je leur ai transmis ce truc-là sans faire exprès. Et il y a 2 jours, j'étais avec eux et je sais plus comment c'est venu, mais j'avais envie de leur chanter une chanson, la seule chanson que je connaisse en bakoko, qui était la langue de leur grand-mère maternelle. Et c'est cette grand-mère qui m'avait appris cette chanson. Et j'aurais chanté Di batolondolo di que di vindo, Wana sopie, la malajoa, Wana sopie. J'ai pas choisi, j'ai pas fait cet effort, je me suis pas dit, il faut que tu leur apprennes, il faut que tu leur transmettes ces trucs-là, ce bagage. Mais c'est sorti, après ils en font ce qu'ils veulent. C'est-à-dire que peut-être qu'ils vont trouver ça, il y a des trucs qu'ils vont trouver ringards, ils vont dire ta chanson, ton livre dont tu nous parles là, on n'aime pas, mais ils vont prendre, et je pense qu'ils vont prendre aussi mon rapport à cette chanson et se dire, tiens, on n'a pas juste un papa blanc et une maman camerounaise. L'histoire, elle est un peu plus compliquée que ça. C'est des choses qu'on partage. Tout ce qui tourne autour des identités, j'y crois pas trop. Je pense à la fluidité intégrale des identités. Je suis à ton micro aujourd'hui. J'ai envie que tu me définisses comme quelqu'un de sympa, d'intelligent, de pas sympa, de méchant. Il y a plein d'adjectifs pour définir quelqu'un. Mais si tu dis il est juif, blanc, c'est un descriptif qui peut se transformer en adjectif. La bascule, elle limite. Est-ce qu'on peut choisir ce qui nous est transmis? On peut choisir ce qu'on en fait. De l'accepter, de le rejeter. On peut choisir de le mettre de côté. Ma grand-mère qui vient d'Algérie répond aux questions qu'on lui pose, mais elle ne va pas raconter d'elle-même des choses. Alors que ma grand-mère, dont son père vient de Pologne, elle va raconter, elle va être plus volontaire. Pour parler de la culture, de ce qu'on mange, de ce qu'on parle, elle parlait yiddish. Elle ne le parle plus parce qu'elle n'a plus l'occasion de le pratiquer. Après, je ne m'approprie pas l'histoire, une histoire qui n'est pas la mienne non plus. Je n'ai pas souffert de l'antisémitisme comme ma grand-mère en a souffert. Elle m'a raconté ça, c'est son histoire qu'elle me transmet. C'est mon histoire d'un point de vue global, mais c'est pas mon histoire à moi. Moi, je la crée moi-même, mon histoire, avec ma fille, mes amis, mon contexte social, économique, etc. Je me pose encore la question, est-ce que moi, à 70 ans, je vais pas me dire ah là là, mais en fait, je suis passé à côté de mon judaïsme pendant toute ma vie. Ou de l'Algérie. Et je vais peut-être avoir, je sais pas, 2, 3 enfants, des petits-enfants, enfin, je sais pas. Et malgré tout cela, peut-être que je vais me dire ah là là, j'ai raté quelque chose dans la filiation ou dans ce que j'ai dit. Est-ce qu'ils s'y intéressent? Est-ce qu'ils s'y intéressent pas du tout? Je vais leur raconter les histoires de leur arrière-grand-mère qui... pendant la Shoah et tout, et ça va peut-être leur sembler hyper obscur, et puis ça va leur sembler lointain. En parlant, je me rends compte de quelque chose, c'est-à-dire que mon grand-père, du côté de mon père, donc, il a fui lui aussi la déportation. Quand il était vivant, il essayait de m'en parler, mais moi, je m'en fichais un peu. C'était pas vraiment quelque chose que je voulais entendre. Et c'est vrai que pendant tout un temps dans notre vie, d'adolescents, de jeunes adultes peut-être parfois, c'est pas notre problème, on s'en fiche. Et moi j'ai ce grand-père-là, il m'a souvent dit oh là là, il faudrait que tu prennes contact avec ce cousin en Israël, ou avec ce grand-oncle, ou avec tout ça. Et moi je l'ai jamais fait, parce que ça m'intéressait pas, parce que j'avais ma vie à vivre et que c'était pas une priorité pour moi de le faire. C'est un peu porter les bagages de quelqu'un d'autre. Pour filer la métaphore, on peut prendre un porte-bagages aussi. On peut aussi le faire par curiosité. C'est-à-dire qu'en fait, on n'est pas obligé d'utiliser tout son poids et toute sa force pour le porter.
J'aime bien la métaphore d'Eliott, cette idée du porte-bagages, ça me parle. Parce qu'à différentes périodes de ma vie, il y a des morceaux de ce qui m'a été transmis que j'ai envie de porter plus que d'autres. Des héritages familiaux, des histoires liées au lieu où j'ai vécu, des rencontres marquantes, mais aussi des références musicales, cinématographiques ou littéraires. Des bouts d'univers qui, selon les moments, m'ont défini avec plus ou moins d'acuité. C'est aussi la philosophie d'Alexandre qui revendique un droit d'inventaire. Je transmets beaucoup, mais pas tout. Par exemple, moi j'ai été baptisé, j'ai fait ma communion, ça faisait partie du bagage. On me l'a présenté comme... parce qu'à l'époque je posais des questions quand même. T'as 8 ans, tu dois aller au catéchisme tous les mardis soirs. On me dit il faut aller te confesser auprès du vieux père là-bas. Et j'ai dit non, moi je vais pas faire ce truc. J'ai fait le choix, même si j'ai une belle famille qui m'a poussé à dire il faut baptiser ses enfants quand même. J'ai fait le choix de ne pas transmettre ce truc-là. Ils verront, ils font ce qu'ils veulent. Donc, ce que j'ai envie de transmettre, c'est des choses que j'ai envie de partager. Tiens, c'est un dessin animé que j'ai vu dans ma jeunesse et j'ai trop kiffé. Et voilà, j'ai envie que vous connaissiez ce truc-là. Peut-être que vous n'allez pas aimer, mais on va pouvoir en parler. On va pouvoir peut-être partager ces choses-là. Peut-être que vous allez aussi pouvoir le partager avec vos grands-parents, vos cousins. Et j'ai envie de transmettre des choses de ce qu'est leur père, de son identité et de ce qu'ils peuvent s'autoriser eux à être. Ils sont aujourd'hui français, camerounais, mais peut-être qu'ils seront, ivoiriens, algériens, peut-être attirés par le Japon, je sais pas. Ils font ce qu'ils veulent, mais peut-être que c'est ça que je leur aurais transmis, cette ouverture-là. Je comprends jamais, pour le fun, ceux qui font les grands tests ADN, là. C'est où tu sais que t'es un quart indien et tout. Enfin, je veux dire, pour moi, ça a zéro sens, ça. Parce qu'en fait, c'est pas de la transmission, c'est un truc dans le sang. Je veux dire, qu'est-ce que ça m'apporte aujourd'hui de savoir que j'ai 1% qui vient d'Australie ? J'en sais rien et je m'en fiche. Ce qui m'intéresse, c'est la façon dont on se sent ou pas australien, français, anglais, ou ce qu'on veut. C'est-à-dire les histoires de transmission. Moi, les histoires de sang, moi, j'en ai toujours rien à foutre, en fait. Même dans le prénom qu'on veut donner à notre enfant, il y a forcément un aspect culturel. Elle est d'origine portugaise. Donc, est-ce qu'on donne un prénom plutôt portugais ? Je veux dire, il y a forcément déjà un premier débat. Avant même que l'enfant soit né, il y a déjà des concepts culturels qui viennent à nous. Tout l'idée, c'est que mon enfant puisse créer sa propre histoire. Et il y a beaucoup de gens qui souffrent de ne pas savoir d'où ils viennent. Donc on lui dira d'où elle vient, ce que son histoire personnelle, qui n'est pas l'histoire de tout le monde, et qui est aussi l'histoire de tout le monde en fait. Et après, elle fera ce qu'elle voudra avec les informations qu'on lui aura données. Je me vois pas dans l'assimilation. Ma compagne et moi, on se considère comme français, comme mes grands-parents, comme mes parents. Et donc en fait, je veux dire, oui, nos noms sont pas français, c'est sûr, mais on est français, quoi. Maintenant, quand je regarde les actualités aujourd'hui, je me sens concerné presque directement par la crise des identités. L'identité toute seule, je trouve ça trop sec. C'est vraiment la crise des identités. Comment ne pas se sentir un minimum concerné ? Ils ont 16, 17 ans, trop jeunes pour voter mais pas pour se faire entendre. 600 lycéens ont improvisé un cortège pour exprimer leurs inquiétudes. On est tous pareils, on est tous ici pour la même chose, on veut pas de Le Pen. Je ne dis pas que les chambres à gaz n'ont pas existé, mais je crois que c'est un point de détail de l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. En 2002, j'ai fait les manifestations avec ma famille, sur les épaules de mon beau-père. J'en garde un souvenir super, mais c'est là où tous les membres de ma famille, quels qu'ils soient, j'ai senti en fait que tout le monde a eu peur. Et c'est la première fois que politiquement, tout le monde était d'accord de ce qui était pas facile, mais tout le monde a eu peur.
C'est peut-être un de mes premiers grands souvenirs politiques. Tout le monde s'est dit « Ah, en fait, on pensait que tout ça c'était derrière nous, mais en fait, pas vraiment. » Je pense qu'aujourd'hui, à tort, les gens ont moins peur. Parce que y a toujours la peste qui est là. On s'interdit pas de partir, mais j'ai envie de dire, si on part tous les deux pour des raisons politiques, c'est qu'il y a un vrai gros problème. C'est que vraiment on est arrivé à un point de saturation extrême. Si on sent que vraiment que l'atmosphère est lourde, on partira, mais on n'est pas pressé pour l'instant. On peut pas être insensible au climat et à ce qui risque de se passer dès 2027. Aujourd'hui, ça me fait plus peur qu'autre chose, donc je me suis pas trop penché sur la question et qu'est-ce que je fais si la catastrophe arrive. Mais je pense qu'il va falloir sortir du déni et se poser la question, parce que le modèle de société tel qu'il est présenté, même s'il est un peu masqué, moi c'est pas quelque chose dans lequel je me projette et dans lequel je projette mes enfants. J'ai vécu la découverte de l'altérité par certains Camerounais. Un jour, je me suis baladé dans la rue, j'étais le week-end avec mon fils qui avait 6 mois, et je le portais en porte-bébé, je le portais sur mon ventre, et les gens étaient abasourdis, quoi. Il y a une femme pour ça, c'est pas à toi de porter l'enfant, va chercher la maman, un homme ne fait pas ça. Et après il a grandi, je le portais sur un siège, sur un vélo, les gens comprenaient pas, quoi. Il y a un blanc sur un vélo avec un enfant qui est derrière. J'ai croisé plusieurs fois des gens qui comprenaient pas, quoi, qui s'arrêtaient, qui étaient en train de marcher dans la rue. Et j'étais super content. Il y en a peut-être qui vont pas comprendre, mais il y en a d'autres qui vont s'arrêter et qui vont dire pourquoi pas. Il y a une curiosité, je sens quelque chose dans le regard des gens. Les métis, c'est très à la mode. Parce que c'est une forme d'altérité acceptable aussi. Voilà, il y a quand même un peu de blanc dedans. Et puis a priori ils sont made in France, ceux-là. Même s'ils sont un peu différents, on s'ouvre un peu à l'exotisme. Donc je pense qu'il y a quand même un certain nombre de personnes pour qui ça reste quand même des gens différents. Mes enfants ont 7 et 11 ans. Moi la vraie question c'est que je maîtrise pas, c'est qu'est-ce que les gens projettent sur eux, sur un garçon qui est métis et qui a les cheveux frisés, bouclés un peu entre les deux, un peu, c'est compliqué. Et qu'est-ce que va projeter un policier, qu'est-ce que va projeter un médecin, un infirmier. J'ai déjà pu ressentir des choses, par exemple à l'hôpital, sur la manière de s'adresser, de penser que la maman est comme ci et comme ça. L'impression que on n'était pas prioritaire, parce que l'enfant était métis, et que l'impression aussi que on voyait vous occupez moins de vos enfants, parce qu'il a une maman africaine là, donc c'est certainement un peu plus compliqué à la maison, et avec un peu moins d'attention. Quand ma femme, qui est d'origine camerounaise, va avec un de mes enfants quelque part chez un médecin ou un commerce, il va pas forcément y avoir le même accueil que si c'est moi, donc ça, pour moi c'est inacceptable. Et ce qui me fait le plus peur, c'est que je serai pas toujours à côté de mon enfant quand il va grandir. Ce qui est important, c'est de donner les codes et les armes à nos enfants pour savoir déceler les situations et savoir dire non. Ce qui va être important, c'est dans quelle société on vit. J'aurai certainement des cas et des conversations à avoir avec mes enfants sur la manière dont ils sont perçus et dont ils interagissent dans la société. Aujourd'hui, j'en suis pas là. Il va falloir que je me penche sur la question. Ce qui est important pour moi aujourd'hui, c'est qu'ils soient bien dans leur basket, c'est qu'ils soient dans leur identité et qu'ils aient pas à cacher des choses, qu'ils soient fiers de ce qu'ils sont. Ce qui est important pour moi, c'est qu'ils soient préparés. Ils auront certainement des moments un peu plus compliqués à vivre. C'est qu'ils arrivent solides.
Tu existes. Tu es important. Tu as une valeur. Tu as le droit absolu de porter ton sweat à capuche, d'écouter ta musique aussi fort que tu veux. Tu as le droit d'être toi-même. Personne ne peut t'en dissuader. Ne crains jamais d'être toi-même. Ceci est ton pays, ton monde, ton corps, et tu dois trouver une manière, quelle qu'elle soit, d'y vivre, de vivre avec. Ces mots de l'écrivain Ta-Nehisi Coates, tirés du livre Entre le monde et moi, une lettre bouleversante adressée à son fils après les mobilisations de Black Lives Matter, résonnent profondément. Ils portent un espoir, mais aussi une peur viscérale, celle que nos enfants, à cause de leur couleur de peau ou de leurs origines, ne soient pas vus pour ce qu'ils sont vraiment, des enfants, juste des enfants. Comment ne pas penser à Naël, à Zied Bouna, à ces vies volées par des regards biaisés, des préjugés, aux condoléances qui cèdent si vite la place aux accusations, parfois même qui les devancent. Et à cette bulle d'innocence qu'on doit percer avant l'heure, pour les préparer à une violence qu'ils ne devraient jamais connaître. Le point de départ, Éric Zemmour, c'est la mort de ce jeune homme, Naël. Je ne vais pas vous dire que c'est réjouissant, c'est toujours triste. Même si ce jeune homme n'était pas un ange, en tout cas l'ange avait des taches sur ses ailes, puisqu'il avait déjà un casier judiciaire fort fourni. Quand Alexandre parle, j'entends cette peur. Même si... Ce poids, ce doute d'un parent qui sait qu'il ne pourra pas toujours être là. Mais dans ces mots, il y a aussi une lumière, celle d'un père qui refuse de laisser ses regards définir ses enfants. Peut-être qu'un jour il leur dira lui aussi « Tu existes, tu as une valeur ». Ou peut-être qu'ils l'auront déjà lu dans ses yeux, dans ses gestes, dans la manière qu'il a de les accompagner. Ce dont je suis sûr en tout cas, c'est qu'il trouvera comment leur transmettre la force d'affronter un monde si profondément imparfait. Moi, le métissage, il est au cœur de ma vie, parce que mes enfants sont métis, parce que je vis entre deux pays, et parce que aujourd'hui, je suis en dehors d'une activité sérieuse à Paris. Je suis un artiste franco-camerounais, Baptou Bantou, un blanc qui chante en camfranglais au Cameroun et dans la diaspora camerounaise, et tous mes thèmes sont autour de l'identité. Qui on est, comment est-ce qu'on se retrouve un blanc au Cameroun, et comment est-ce qu'on peut choisir, aimer un pays qui est pas le sien, et qu'est-ce qu'on aime, comment est-ce qu'on vit les uns avec les autres. Dans mes activités musicales ou dans ma vie de tous les jours, quand je suis au Cameroun ou quand je suis en France, je me heurte à des gens qui sont fiche-nous le camp, on est Camerounais, tu es blanc, tu es la France-Afrique, tout ça, où je me retrouve aussi avec une société française où il y a pas mal de repli sur soi, donc il y a de la sidération, mais il y a des convictions fortes et une envie de faire bouger les choses. Je vais le faire à mon échelle, à travers ma famille, mes cercles d'amis, mes collègues, aussi en montrant qui je suis dans cette autre identité d'artiste franco-camerounais. Mais oui, il y a quand même une sidération et une envie de faire bouger les lignes. En faisant mes études, en quittant ma petite ville de province, puis après en découvrant le monde, en ayant des amis, une famille issue de la diversité quelque part, je me suis nourri. J'ai beaucoup appris en rencontrant d'autres personnes et ça me nourrit encore aujourd'hui au quotidien. Il y a plein de pays et plein de gens à travers le monde que je connais pas et je serais très heureux de faire d'autres rencontres et que ça me fasse évoluer aussi, parce qu'en rencontrant d'autres personnes, j'ai beaucoup appris sur moi. Je suis devenu quelqu'un de très différent de l'ado que j'étais, et c'est pas fini. C'est pas tous les jours facile. Des amis et une famille qui sont un peu différents, qui pensent différemment, ça amène de l'inconfort, c'est sûr. Mais aujourd'hui, je suis très content de ça, parce que ça me fait du bien. Je peux
pas m'en débarrasser. Je vais pas me débarrasser de mes enfants, de mes amis, de ma famille, comme ça. Je suis très content de ça. Et je suis très content que, même si j'étais pas malheureux, mais que la bulle ait éclaté, qu'il y ait peut-être d'autres, plein de petites nouvelles bulles. Et j'espère surtout qu'il y en aura plein d'autres. C'est le sentiment d'appartenance. Parfois, ce qu'on a envie de transmettre, et c'est hyper banal, mais en fait, ce sont les textes. C'est les droits de l'homme, c'est toutes les idées où on dit « Oh là là, mais en fait, c'est pas mal ici ». Je veux dire, quelqu'un qui ne mettrait pas les pieds en France et qui regarde nos lois, les déclarations, tout, dirait « Ah la vache, c'est pas mal quand même. Hein. » Enfin, en tout cas, il y a des bonnes dynamiques pour faire en sorte qu'une société soit relativement apaisée. Donc en fait, ce qu'on peut transmettre dans l'idée de la France, c'est d'abord l'idée de ses lois et l'idée de sa construction. On peut, je dis pas que j'ai la solution, je dis qu'on peut commencer par là. Si je dois apprendre quelque chose à ma fille, je veux dire voilà, on est dans ce pays qui nous permet de dire dans le cadre de la loi ça, t'as pas le droit, ça t'as le droit, etc. Après, on n'a pas trop de divergences. Après, ça sera dans l'éducation et dans l'expérience qu'on verra les divergences. Peut-être, pour le moment, on aura une petite fille, puis on est tous les deux d'accord sur le fait qu'elle crée elle-même son histoire. Avec, en parallèle, ou à côté, ou avec son background historique, on va dire. Je me pose la question de savoir qu'est-ce que je transmets à ma fille sur l'idée française. Est-ce que je transmets l'idée que j'en ai moi, c'est-à-dire ma France rêvée telle que je la voudrais, ou alors je lui transmets telle qu'elle est réellement? La bonne réponse, c'est évidemment les deux. Mais déjà, c'est une question que je me pose. Ma France rêvée, c'est la France qui me laisse être la personne que je choisis d'être. Avec ma culture, avec mes envies. J'aimerais bien de me dire je suis français parce que je suis absolument la personne que j'ai envie d'être. Et que je suis un peu d'Europe de l'Est et que je suis un peu algérien et on me saoule pas avec ça et on ne me réduit pas à ça non plus. Peut-être que dans 10 ans je te répondrai pas la même chose en fait. Parce que en fonction du climat politique, du climat économique, de ce que tu veux, voilà comment la société évolue, peut-être que je te répondrai autre chose. Je suis pas borné sur mes réponses. C'est forcément à Paris et bon, déjà théoriquement elle parlera français, donc elle aura déjà ça. Et puis de toute façon elle ronchonnera tout le temps, donc déjà 2. Et puis le reste on verra. La suite dans le prochain épisode. Vous venez d'écouter un podcast de Toutes identités confondues, le podcast qui explore nos singularités. Retrouvez toutes nos frictions sur notre site. friction.co